Rédaction du journal Le Monde, décembre 1952. Dans la salle de rédaction du journal Le Monde, les journalistes s'affairent pour trouver les news qui feront la une de l'actualité du lendemain. La Sarre, une région frontalière de l'Allemagne, a choisi d'être rattachée à l'Allemagne. Les concours littéraires réunissent les plus belles plumes en cette fin d'année 1952 à Paris. Bref, les machines à écrire et les cerveaux des journalistes sont en train de chauffer. L'information de la journée qui va nous intéresser vient de l'autre côté de la Manche. Nos amis anglais, vivant dans la capitale londonienne, sont plongés dans un épais brouillard. Un brin franchouillard, on imagine que c'est monnaie courante en Angleterre. Le Monde du 9 décembre 1952 titre pourtant « Le brouillard le plus épais du siècle paralyse la vie londonienne ». Les journalistes français ne s'y trompent pas. Du vendredi 5 au mardi 9 décembre 1952, la capitale anglaise est plongée sous le grand smog. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation qui rappellerait presque une créature issue du Seigneur des Anneaux ? Quelles furent les conséquences sur la population ? Direction Londres, ses murs de briques, ses usines et leurs émanations toxiques. Cette chronique est habillée grâce à des extraits de journaux de l'époque et du très bon article de Histoire et Odyssée sur le sujet. Benji, que vous avez déjà entendu, est à la lecture des extraits. Vous en avez maintenant l'habitude, il est également derrière sa fidèle console, le casque vissé sur les oreilles. Londres, décembre 1952. En cette fin d'année 1952, le froid qui s'abat sur l'Angleterre met à mal toute la population civile. Le charbon de mauvaise qualité qu'utilise la population est plus que jamais cramé pour faire chauffer les habitations de briques rouges des quartiers les plus populaires de Londres. Ce charbon à forte teneur en soufre relâche des émanations de dioxyde de soufre qui, vous l'imaginez, sont dangereuses pour le corps humain. Cette précision sur le charbon est importante, vous le verrez par la suite. L'énergie noire, de bonne qualité, était quant à elle exportée. L'après-guerre n'est pas de tout repos pour les pays européens. L'Angleterre n'est pas au mieux de sa forme. Il faut relancer l'économie, reconstruire les bâtiments détruits sous les bombardements. Bref, le contexte fait que les usines doivent charbonner sans relâche. Catherine Tourangeau, spécialiste de l'histoire britannique, résume assez bien la situation. L'Angleterre est en récession à cette époque. Winston Churchill et le gouvernement conservateur appuient très fortement les compagnies minières, dont les exploitants de mines de charbon. Depuis le gouvernement Attlee, élu en 1945, la nationalisation des services et la création d'un État-providence sont au centre des préoccupations. En 1951, le Parti travailliste remporte les élections. Attlee est battu, Churchill, ses cigares et ses verres de whisky sont de retour au pouvoir. En cette année 1952, c'est un autre événement qui va être au centre de la préoccupation de la population anglaise. Le roi George VI meurt le 6 février. Le 2 juin 1952, c'est sa fille Élisabeth II qui lui succède. Pour la 6e fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. Parti de Buckingham Palace, le carrosse historique où ont pris place la reine et le duc d'Édimbourg se dirige vers l'abbaye de Westminster entre deux haies d'une foule telle qu'on n'en vit jamais. La nouvelle reine va devoir gérer un événement qu'elle ne pouvait absolument pas prévoir. Début décembre 1952, un anticyclone, ce phénomène météorologique qui concentre de hautes pressions atmosphériques dans une zone fermée, va se former au-dessus de Londres. Un léger redoux s'était pourtant fait ressentir ces derniers jours sur la capitale anglaise. À cause de cet anticyclone, les températures vont s'inverser en menant de l'air extrêmement froid, le tout sans un brin de vent. Les centrales électriques de charbon comme Battersea et Bankside redoublent d'efforts, les ménages chauffent beaucoup plus, les bus londoniens et les échappements de voitures s'en donnent à cœur joie. Au matin du 5 mars 1952, Londres est plongée sous le grand smog. Brouillard partout. Brouillard en amont du fleuve où il coule entre les verts îlots et les prairies. Brouillard en aval du fleuve où il se déroule parmi les navires à couple et la pollution des rives d'une ville noble et sale.
L'écrivain Charles Dickens décrivait la ville de Londres en ces termes dans son roman « La maison d'âpres vents » paru en 1853. Habituée du brouillard, en ce matin du vendredi 5 décembre, la population londonienne ne semble pas effrayée. On continue d'aller au travail, on prend le bus. Bref, personne ne s'inquiète, malgré des couleurs lunaires. L'atmosphère se charge d'un brouillard d'une couleur verdâtre, jaune. La ville devient crasseuse, comme si un énorme résidu d'huile se déversait sur les murs. L'air a un goût acide. Le journal Le Monde écrit alors: Par rapport au pauvre brouillard du continent, le fog londonien n'est pas seulement plus épais. Il s'agit d'un phénomène d'une toute autre nature. La masse lourde et opaque se répand comme une lave et pénètre les maisons les mieux calfeutrées. Elle descend les escaliers du métro et obscurcit les quais à plus de 60 mètres de profondeur. Elle bouche même les écrans des cinémas où seuls les spectateurs des premiers rangs parviennent encore à voir le film. Les dockers du port de Londres rapportent que dans leur cabine située à 50 pieds du sol, le ciel est dégagé. Londres est littéralement sous une chape de pollution. Ce brouillard très dense est concentré en dioxyde de soufre, en émanation d'usines et de centrales de charbon. Il va stagner 5 jours sur la ville. Une énorme exposition de bétail se tient alors à ce moment-là en plein cœur de Londres. On y appelle une armée de vétérinaires, car de nombreuses bêtes souffrent de pneumonie. On en abat même une dizaine pour leur éviter une extrême souffrance. Le grand smog est dévastateur. Smog, ce mot valise formé à partir du mot smoke, qui veut dire fumée, et fog, qui signifie brouillard, ne fait plus rire les Londoniens. Les chiffres qui traduisent la pollution sont édifiants. On parle là de 1000 tonnes de fumée qui sortaient des usines de Londres, 2000 tonnes de dioxyde de carbone, ainsi que 140 tonnes d'acide chlorhydrique flottent dans l'air. L'ancien médecin en chef du gouvernement raconte: Je devais ramper le long des murs des bâtiments jusqu'au prochain coin pour lire le nom de la rue. Je me souviens d'un silence sinistre, car il y avait peu ou pas de circulation. La visibilité était inférieure à 3 mètres et il faisait un froid glacial. Richard Scorer, professeur à l'Imperial College, a lui aussi connu le grand smog. Je suis devenu très sale. Mes sourcils étaient couverts de ce que l'on pourrait appeler de la boue. Mes cheveux étaient sales et mes mains avaient accumulé beaucoup de boue. C'était comme si j'étais tombé dans une flaque de boue. Dans la journée du 9 décembre 1952, une brise se lève. Elle dégage ainsi le grand smog en laissant sur Londres un filet de suie malodorant. Qu'en est-il alors des conséquences ? Le ministre du Logement, Harold Macmillan, qui deviendra d'ailleurs Premier ministre par la suite, a tenté d'attribuer la responsabilité de la catastrophe aux seules conditions météorologiques, tout en soulignant que la pollution était un mal nécessaire. L'opposition va alors lui reprocher de ne pas s'inquiéter de ce problème de pollution bien connu des Londoniens. Sa réponse : Nous faisons ce que nous pouvons. Mais bien sûr, l'honorable député doit se rendre compte du nombre énorme de considérations économiques générales qui doivent être prises en compte et qu'il serait tout à fait insensé de négliger. Après plusieurs études, notamment celle sortie en 2004 dans le magazine Environment Health Prospect, le grand smog aurait fait 12 000 morts. C'est la pire catastrophe liée à la pollution atmosphérique de l'histoire du Royaume-Uni. Comme souvent avec ce genre de drame, il va créer une jurisprudence. Les mouvements en faveur de l'environnement, modernes pour l'époque, vont s'emparer de ce problème pour montrer la dangerosité de la pollution. Des lois vont être mises en place pour réduire les émanations des usines, comme les Clear Air Acts de 1956 et de 1968. Un drame pour un bien. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.